sur la piste de la vérité. Celle qui marche dans sa grandeur entendait le bruit du vent qui déferlait contre ses tempes et celui des coups de tonnerre qui résonnaient dans son cœur, faisant vibrer tout son corps. Au fur et à mesure qu'elle courait à travers la prairie jusqu'à l'orée de la forêt, elle voyait les différentes nuances de vert s'estomper. En pénétrant sous les arbres, elle ralentit un peu son allure. Elle esquivait avec agilité les ronces, sans casser une seule branche, ni déranger le sous-bois. Rapidement et silencieusement, elle traversa l'épaisse étendue boisée à la poursuite de son but. Tout à coup, les pépiments de ceux qui ont des ailes s'arrêtèrent, et celle qui marche dans sa grandeur se retrouva stoppée, comme suspendue dans le silence. Lorsque son cœur ralentit enfin son rythme à tout rompre, elle put entendre le faible et presque imperceptible bruit d'un gros animal, tout près de là. Prudemment, elle se retourna et releva la tête pour regarder vers la cime des arbres, quand son regard croisa celui Dieu à l'éclat doré et perçant. Le gros chat était perché sur la robuste branche d'un sycomore, prêt à sauter sur elle. Celle qui marche dans sa grandeur rassembla tout son courage pour ne pas détourner les yeux de ce regard rivé sur elle, montrant par là son courage naturel, même confronté à la bravoure d'une lionne des montagnes. Pour une raison inconnue, la lionne s'assit tout bonnement et ne manifesta plus aucun intérêt pour elle. En fait, elle avait même entrepris de se lécher les pattes et de lisser son pelage. Celle qui marche dans sa grandeur n'allait pas rester là à attendre la suite. Elle déguerpit en enjambant le ruisseau qui passait devant elle et continua son chemin en grande hâte. En permettant à son corps de retrouver son équilibre naturel et son centre de gravité, elle reprit bientôt le rythme de sa foulée. Pas une seule fois son pied ne trébucha, ni n'écrasa une brindille. Elle avançait comme si elle flottait sur le sol de la forêt primitive. Elle coupa à travers les broussailles et se tailla un chemin jusqu'à un sentier parsemé de violettes et de fraises sauvages. À l'orée de la forêt, bordée par un petit cours d'eau, celle qui marche dans sa grandeur traversa le ruisseau en 3 enjambées, éclaboussant d'eau tout autour d'elle et bondissant souplement sur la colline de l'autre côté, couverte de verges d'or et de trèfles rouges. La mère de clan savait que c'était la dernière ligne droite de sa course, et elle concentra toute sa force dans ses jambes puissantes. Elle courut sans s'arrêter à travers une prairie jonchée de tiges au grain doré et gravissant la dernière colline en larges enjambées. Monter la pente était difficile, mais la mère de la persévérance fit face au défi en changeant son allure et en respirant plus profondément, malgré sa poitrine qui lui faisait mal, afin d'inciter son corps à s'ajuster au nouveau rythme de la fin du parcours. Quand celle qui marche dans sa grandeur arriva au sommet, elle fut accueillie par les visages ébahis de ses amis du clan de l'eau, la tribu avec qui elle avait passé l'hiver. Ils comptèrent alors un quart du temps du trajet de grand-père Soleil à travers la nation du ciel, avant qu'un autre coureur n'apparaisse. La course était un jeu d'été et une compétition constructive qui développait le sens de la camaraderie. La mère de clan l'utilisait là afin d'enseigner au clan
l'occasion de les instruire. Elle était connue pour s'exprimer en peu de mots. Les membres du clan de l'eau l'écoutèrent donc avec attention. Elle leur parla de l'intérêt de diversifier leur chemin dans la forêt, de trouver de nouvelles façons d'aborder leurs tâches habituelles, et leur expliqua comment elle avait fait pour gagner la course, en repérant le trajet à l'avance, puis en traçant un nouveau parcours plus court qu'elle avait emprunté lors de l'épreuve. Maintenant que les lunes qui réchauffent, c'est-à-dire les lunes du temps des semences, étaient passées, elle proposait d'expliquer aux humains du clan de l'eau comment elle arrivait à se déplacer sur n'importe quel terrain, sans déranger la moindre feuille. Les chasseurs et les pisteurs n'étaient pas certains qu'une femme puisse leur apprendre à maîtriser des compétences qui leur étaient habituellement enseignées par d'autres hommes. Mais la mère de clan avait gagné la course, et par conséquent, le pari qu'elle avait pris de pouvoir battre tous les hommes engagés dans la compétition. Très surpris, ils commencèrent à regarder autrement celle qui marche dans sa grandeur, et quelques-uns se réjouissaient même qu'elle puisse leur enseigner de nouveaux savoir-faire, qui les mettraient sûrement en bonne place à la prochaine fête des moissons, lorsque tous les clans de leur tribu se rassembleraient afin de rendre grâce pour la récolte abondante. Celle qui marche dans sa grandeur travailla avec les hommes du clan de l'eau pendant toute la période des lunes d'été. Ils passèrent du temps à observer chaque jour sa façon de faire, pour acquérir de nouvelles compétences et pour qu'elle leur montre comment exécuter au mieux la plupart des activités qu'ils devaient faire. Elle montra aussi aux hommes comment l'antilope se sert de sa grâce et de son sens de l'équilibre pour bondir à travers les hautes herbes lorsqu'elle est pourchassée. Ses élèves s'entraînaient à rebondir sur la pointe des pieds, ce qui leur donnait une autre démarche quand ils couraient. En ayant recours à la médecine de l'antilope, qui est grâce, promptitude et engagement, ils s'entraînèrent ensemble à marcher sur des troncs d'arbres couchés qui risquaient de rouler, ce qui les obligeait à ajuster leur équilibre à chaque pas. Les hommes du clan de l'eau découvrirent que leur centre de gravité était dans les hanches. Ils apprirent à utiliser leur vision intérieure pour rendre leur corps plus léger en se voyant eux-mêmes comme des antilopes qui pouvaient s'élancer. On aurait presque dit voler dans les airs pour atterrir légèrement et sans bruit. Celle qui marche dans sa grandeur continua son entraînement en leur enseignant les arts qui consistent à changer de foulée, à utiliser l'intention pour propulser leur corps, à comprendre les rythmes du corps en mouvement et à savoir explorer les lieux. À aucun moment, la mère de clan n'essaya de montrer qu'elle était supérieure aux hommes. Dans son rôle d'enseignante, elle ne cessait de les encourager et de soutenir leurs efforts en s'assurant que personne ne se moquait de ceux qui avaient le courage de s'essayer à apprendre quelque chose de nouveau. Celle qui marche dans sa grandeur montra à tout le clan qu'une action peut être 2 fois plus efficace lorsque le nouveau savoir-faire a été affiné. Même les plus petits enfants imitèrent leurs aînés en trouvant de nouvelles façons de participer aux travaux nécessaires à une vie de camp harmonieuse. L'ère de l'innovation se réjouissait lorsque les plus jeunes d'entre eux découvraient de nouvelles manières d'être productifs, ou lorsqu'ils inventaient de nouveaux jeux accessibles à tous les enfants. Les femmes exultaient de voir leurs hommes revenir aux huttes à chaque coucher de soleil avec le sourire et plein d'assurance grâce à tout ce qu'ils avaient accompli durant ce soleil. Et dans
mesquin avait cessé. Comme chacun était à l'œuvre, ils étaient tout heureux et n'avaient ni désir ni temps à gaspiller en de vains bavardages. Celle qui marche dans sa grandeur avait travaillé dur pour préparer le clan de l'eau au jeu de la fête du ralliement de leur tribu. Les talents de la mère de la persévérance furent payants, car le clan de l'eau sortit gagnant, marquant de beaucoup sur les autres clans étonnés. Pour la remercier de ses efforts, les hommes du clan de l'eau lui offrirent un cheval. Celle qui marche dans sa grandeur fut profondément touchée par ce geste, parce qu'à cette époque, les chevaux étaient rares. La plupart des clans ne comptaient guère qu'une douzaine de chevaux pour plus d'une centaine de personnes, la majeure partie de leurs biens et bagages étant portés par leurs chiens fidèles. La mère de clan décida d'accepter le cadeau et prononça quelques mots concernant la médecine du cheval. Elle expliqua au clan de l'eau que le pouvoir de la médecine du cheval résidait dans le bon usage de ses dons, de ses talents et de ses capacités. Le cheval enseignait aux deux jambes comment équilibrer les dons des mondes visibles et invisibles. Et comme lui, les deux jambes avaient appris à vivre sur la terre et à ne faire qu'un avec le souffle du vent. Lorsque les deux mondes se rejoignaient, l'équilibre était atteint, ce qui permettait aux humains de voir la beauté de l'esprit qui vit et qui travaille à travers leur forme physique. À partir de cet équilibre, le pouvoir physique aussi bien que le pouvoir spirituel pouvait être utilisé. Le cheval enseignait comment faire usage de la volonté, de l'endurance, de l'autorité et des talents d'une manière convenable, sans en abuser, ni en mésuser. Celle qui marche dans sa grandeur remercia les hommes du clan pour leurs cadeaux et elle rendit grâce au grand mystère pour cette série de succès et pour les nouvelles compétences qu'ils avaient acquises. Elle était particulièrement reconnaissante du fait qu'ils aient lâché leur peur d'apprendre et d'entreprendre, car durant les jeux, ces peurs les auraient privés de la victoire. La lune des feuilles rousses arriva, apportant bien d'autres enseignements au clan de l'eau. Après les moissons et les récoltes de nourriture sauvage dans la forêt, le clan se prépara pour l'hiver qui venait. L'esprit de la victoire maintenait le clan dans une énergie productive et personne n'avait oublié les manières innovantes d'accomplir les tâches quotidiennes. Mais la mère de clan percevait un changement qui la troublait. Cette transformation subtile n'était pas notable pour les membres de son clan, mais en tant que protectrice de l'art de guider les autres, elle avait conscience que quelque chose allait de travers. Il fallait éclaircir la situation et y remédier. C'est pourquoi celle qui marche dans sa grandeur observa et attendit, continuant ses propres activités en silence jusqu'au moment opportun. Mère Nature avait donné aux feuilles des arbres les couleurs brillantes du coucher de soleil, apportant les premières gelées qui signalaient l'approche de l'hiver. Celle qui marche dans sa grandeur partit dans la forêt pour se retrouver seule. Elle voulait examiner les solutions qui s'offraient à elle pour aider les enfants de la terre à traverser les changements qu'elle percevait et qui pouvaient les détourner d'un comportement juste envers la vie. En effet, les disputes avaient recommencé entre les femmes, les hommes étaient mécontents et entre les enfants, les prises de bec avaient remplacé la camaraderie qui régnait entre eux pendant les lunes jaunes de l'été. Celle qui marche dans sa grandeur s'allongea sur un lit de feuilles aux couleurs chaudes pour que la lumière de grand-père soleil vienne réchauffer sa peau. Ce moment exceptionnel d'inactivité et de réflexion
Ensemble, ils galopaient à travers les steppes d'herbes dorées, balayées par le vent, et elle sollicitait les talons d'une légère pression des genoux. Les forêts des contreforts se rapprochaient en même temps que son esprit s'unissait à l'allure et au rythme puissant de l'étalon. Alors, sa perception changea et elle vit à travers les yeux de cour avec les vents. Le changement de forme fut total lorsque celle qui marche dans sa grandeur fusionna avec son compagnon de galop. Elle sentit le pouvoir des 4 pattes retentir dans le sol alors qu'il parcourait la distance qui les séparait des contreforts. Un regain d'énergie monta dans son corps lorsqu'ils parvinrent aux collines boisées. Cours avec les vents s'arrêta sous les arbres de la forêt et la magie retomba lorsque les perceptions de celle qui marche dans sa grandeur réintégrèrent sa forme humaine. L'exubérance et le sentiment de puissance qui la submergeait continuaient cependant à courir dans ses veines quand elle descendit de cheval. En attachant les talons pour le faire paître, elle eut la sensation d'être observée. Elle suivit son intuition et leva le regard vers les branches d'un chêne robuste, juste à temps pour voir la lionne des montagnes bondir et tomber gracieusement à ses pieds. Très vite, elle tourna la tête vers les talons, mais elle vit qu'il n'était pas du tout intéressé par le gros chat. Le comportement du cheval la surprit, mais dans le temps du rêve, il n'existe rien de menaçant entre les animaux. Alors, elle se détendit. La lionne des montagnes, jouant de son effet de surprise, commença à parler. « Mère, tu marches avec moi depuis le début de ta vie physique, mais c'est seulement maintenant que tu as suffisamment ralenti pour que je puisse venir te parler. As-tu oublié ma médecine de guider par l'exemple ?» Très étonnée, celle qui marche dans sa grandeur resta sans voix pendant un moment. « Que veux-tu dire, lionne ? J'ai toujours fait en sorte que ma démarche respecte l'équilibre et que mes actes expriment mes intentions. Aurais-je oublié d'accomplir quelques devoirs ou de mener à bien une certaine action pour montrer aux autres l'intégrité de ma démarche ? Non, mère, tu as été un excellent exemple pour tes enfants. Tu t'es engagée dans les actions qui étaient nécessaires. Tu t'es toujours montrée compassionnée, attentive et franche. Tu as indiqué à tes enfants de nouveaux chemins ainsi que des façons innovantes de corriger leurs mauvaises attitudes et tu les as incités à suivre les désirs de leur cœur. Mais tu n'as pas équilibré tes actes avec la force du non-agir. Tu as été si occupé par ce que tu avais à faire que tu as oublié de prendre le temps de réfléchir et de rassembler tes pensées, tes rêves et ton énergie. C'est la première fois au cours de ta marche sur Terre que tu t'es suffisamment détendu et reposé de ton besoin d'être un exemple parfait pour que les barrières qui t'empêchent d'être humaine puissent enfin tomber. Celle qui marche dans sa grandeur s'assit, interloquée. Elle comprit que la lionne des montagnes avait raison. Les larmes qu'elle avait retenues pendant tant d'hivers de sa vie humaine commencèrent à couler. Des sanglots la secouaient si fort de l'intérieur qu'aucun son ne pouvait sortir de sa bouche alors qu'elle essayait de reprendre son souffle. La multitude des chagrins qu'elle avait ressentis en étant frustrée ou blessée par les façons d'agir des autres, elle l'avait enterrée dans les neiges de son cœur gelé. Celle qui marche dans sa grandeur était prête à abandonner l'illusion qui lui avait fait être surhumaine. Dans ses efforts pour être exemplaire et impeccable, elle avait enfoui ses besoins humains en ne s'occupant que de ce qu'il y avait à faire. Sa conduite et son ambition d'être au mieux de sa personne
l'avait menée sur un chemin de solitude qui voulait qu'elle ne montre jamais ses sentiments. Elle avait placé toute son expérience spirituelle en dehors d'elle-même, en ne se laissant jamais ni l'espace ni le temps pour ressentir et intégrer les enseignements au plus profond de son humanité. Quand enfin elle reprit son souffle, elle cessa de pleurer. La lionne des montagnes continua. Guider par l'exemple est un chemin de beauté, mère. Si tu es un exemple pour les autres êtres humains, il faut leur montrer qu'un humain ne doit pas être jugé quand il a des faiblesses. Permettre aux larmes de couler est le premier pas du processus de transformation. Faire des erreurs est le chemin qui permet aux qualités de s'affiner. Tu as maîtrisé la persévérance, tu as maîtrisé l'innovation, tu as maîtrisé l'initiative. À présent, il est temps que tu prennes l'engagement de t'autoriser à devenir une femme qui a des sentiments, un être humain. Cette vulnérabilité est une force, pas une faiblesse. Profondément enfoui à l'intérieur de toi, il y a la vérité dont tu as peur. Tu as senti que si tu ralentissais et prenais du recul quand tu en avais besoin, la vérité pourrait bien te rattraper. Cette vérité, c'est que tu es humaine. La lionne attendit un instant pour que ces mots touchent le cœur de la mère de clan, puis elle poursuivit. Tu as développé ta constance, ton excellence et ta faculté de réconforter les autres, mais tu es terrorisé à l'idée de te réconforter toi-même. Quand tu pourras t'autoriser à montrer ta vulnérabilité en acceptant de t'en remettre à quelqu'un d'autre, cela voudra dire qu'enfin tu auras appris à avoir confiance en toi. Lorsque tu vas au-delà de ce que tu peux endurer en échappant à la vérité de ton humanité, le signal que tu envoies au monde n'est pas celui que tu crois. Ce que tu dis aux autres, en n'arrêtant pas de t'activer du matin au soir, c'est que tu es intouchable. Tu as peur de la tranquillité du Dioé, parce que tu as peur d'affronter les critiques de ton ombre. Cette part d'ombre aimerait tant te raconter que tu n'es pas digne de repos ni de plaisir, ou d'une vie qui ressemblerait autour de toi de véritables amis qui respectent ton humanité, ainsi qu'un compagnon compréhensif qui t'aimerait pour qui tu es, et non pas pour les choses que tu as accomplies. Celle qui marche dans sa grandeur sentit les larmes de la transformation couler doucement, comme de petits ruisseaux paresseux le long de ses joues. La vérité avait pris racine dans son cœur et la graine du changement avait été plantée dans son utérus. La gestation durerait jusqu'au temps où la mère de clan pourrait donner naissance à son nouveau soi, plus vulnérable. Elle s'assit et réfléchit à ce que la lionne des montagnes lui avait dit, puis demanda: comment puis-je être un exemple pour les autres femmes lionnes des montagnes, alors que j'ai moi-même besoin d'être enseignée et d'apprendre ces leçons? Tu es la mère de l'innovation. Dans le monde présent, la femme a choisi le rôle de prendre soin des autres. Mais l'équilibre est à trouver. Mère Terre est prête et désireuse de nourrir ses filles. Mais ces filles doivent veiller à prendre le
hommes, c'est à cet endroit que leurs testicules étaient nichés avant la puberté. Pour les femmes, cet espace est l'utérus. En tant que mère de la force créatrice, les femmes doivent comprendre leur rôle nourricier pour la famille planétaire, aussi bien envers les graines des rêves de demain qu'envers les nouvelles générations auxquelles elles donnent naissance. Pour pouvoir accomplir cette tâche, toute femme doit s'engager vis-à-vis d'elle-même à prendre le temps qui lui est indispensable pour se retirer lorsque son sang menstruel coule et que son utérus s'ouvre à la lumière. Ce temps des lunes est celui où Mère Terre nourrit toutes les femmes qui veulent bien passer quelques soleils et quelques sommeils en total silence pendant qu'elles saignent et devenir ainsi des réceptacles pour l'amour tel que le grand mystère les a créés. Pendant les autres jours, elles peuvent rester en compagnie de leurs sœurs pour partager avec elles leurs expériences, leurs réalisations artistiques et leurs pensées intimes. Au moment de leur lune, les femmes ont le pouvoir de demander du fond de leur cœur à disposer de n'importe quelle énergie disponible parce que leur utérus est ouvert et prêt à la recevoir. Voilà une nouvelle tradition que tu peux initier et offrir à la tribu humaine. Elle te servira aussi à découvrir ta propre humanité. Celle qui marche dans sa grandeur vit qu'il était possible de créer une nouvelle tradition pour la femme qui permettrait à toutes les femmes de trouver leur équilibre. Elle comprit qu'une bonne partie des disputes des femmes de clan étaient probablement dues à la fatigue et au fait qu'elles ne prenaient pas le temps de se ressourcer dans l'énergie d'amour de Mère Terre. Elles étaient souvent prisonnières de vieilles habitudes mesquines et capricieuses qui avaient pris racine lors de ces moments d'épuisement. Dans le rêve de la mère de clan, cette opportunité déploya devant elle une vaste perspective. Le temps du rêve semblait toujours lui fournir des alternatives aux vieilles habitudes limitatives. Celle qui marche dans sa grandeur était à présent suffisamment calme pour avoir accès à tous les possibles qui s'ouvraient devant elle. Lorsqu'elle revint de ses prises de conscience, la lionne des montagnes lui parla à nouveau. À aucun moment tu n'as eu pitié de toi, femme qui marche dans sa grandeur. Tu as adoré être active et tu as bien camouflé ton ombre. Mais l'ombre non plus n'a eu aucune pitié de toi et t'a amené au-delà de ce qui est humainement possible. Tu as fait des promesses qui, en réalité, t'ont forcé à rester sous la coupe de l'ombre. Non pas que tu aies abusé de ton pouvoir de meneuse en heurtant les autres, mais c'est la confiance que les autres femmes plaçaient en toi en tant que modèle que tu as trahi. Tu t'es chargé d'être un exemple qui briserait le dos à n'importe quelle bête de trait. L'âne détient la médecine de porter sur ses épaules sa responsabilité, mais il sait aussi refuser et se braquer quand le fardeau est trop lourd. En ayant de la compassion envers toi-même, tu peux avoir accès à une grande force intérieure et te permettre d'être un exemple pour les autres femmes en leur montrant que tous les humains ont droit au repos et au plaisir. En consacrant du temps à tes besoins
besoin. Tu donneras l'exemple et tu te libéreras en même temps que tu libéreras toutes les autres femmes qui se tourneront vers toi pour être guidées. Tu n'es pas la seule à être blessée lorsque tu utilises l'excuse que tu n'as ni le temps ni l'espace pour prendre soin de toi. En faisant cela, tu blesses plus de personnes encore, car tu permets à l'ombre d'avoir une emprise sur toi. La lionne des montagnes, attendu que celle qui marche dans sa grandeur accueille l'impact de ses paroles avant de continuer. Te souviens-tu du jour où tu es passé à côté de moi en courant aussi vite qu'un feu de prairie? La mère de Gland hocha affirmativement la tête et la lionne des montagnes reprit. Du haut d'une branche, je t'observais couper à travers les sous-bois parmi les fougères. Je n'étais pas surprise parce que je t'avais vu partir plus tôt en exploration sur cette piste. Je me demandais si tu allais t'enfuir en courant du totem qui te protège. Et bien sûr, tu l'as fait. Les autres coureurs étaient loin de te rattraper et pourtant, il te fallait courir pour être sûr de pouvoir les éclipser d'une façon si brillante qu'elle en est devenue gênante. Tu n'as montré aucune pitié envers toi-même ou envers la dignité des hommes contre qui tu courais. Moi, je léchais mes pattes pour te montrer que tu pouvais ralentir, mais tu n'avais qu'une idée en tête et tu ne t'es pas soucié de mon exemple. La moufette pourrait bien t'apprendre quelque chose, femme qui marche dans sa grandeur, si tu prenais le temps d'écouter. La médecine de la moufette concerne la réputation et la faculté d'attirer ou de repousser ce dont on a besoin dans sa vie. Tu t'es tellement soucié de ta réputation d'être quelqu'un d'entreprenant que tu as attiré ton ombre impitoyable et que tu as rejeté la petite voix intérieure qui te suppliait de prendre le repos dont tu avais besoin. Et comme la moufette, on dirait que ça commence à sentir mauvais dans ta situation. Celle qui marche dans sa grandeur abandonna son sérieux et éclata de rire en entendant la description que lui faisait la lionne des montagnes de la condition nauséabonde dans laquelle elle s'était fourrée. La tension était retombée et la mère de Gland oublia de se réprimander et de se blâmer intérieurement pour sa conduite forcenée. Elle se secoua de sa honte en prenant la décision d'être bienveillante envers elle-même et de donner ainsi à ses sœurs, par son exemple, la permission d'être tendre pour elle-même. Elle posa une dernière question à la lionne des montagnes, sachant que cela la soulagerait du poids qui pesait sur sa poitrine et qui ne lui permettait de respirer que superficiellement depuis de nombreuses lunes. Je suis fatiguée de ne pouvoir compter que sur moi et d'avoir peur de faire confiance et d'être vulnérable. Lionne des montagnes, lorsque je serai parvenue à trouver de la compassion pour moi-même et à m'offrir ce temps de retraite silencieuse, accepteras-tu d'être ma compagne et mon allié? La lionne des montagnes s'étira et bâilla, puis elle répondit: j'ai toujours cheminé avec toi, mère. Tu es juste trop occupée pour le remarquer. Tu avais peur d'être tranquille et seule avec toi-même. C'est la raison pour laquelle tu ne pouvais pas entendre ma voix. Mais rien ne changera dans ma dévotion envers toi
et envers ta croissance spirituelle. Nous sommes sœurs et nous sommes reliées par ces liens qui unissent entre elles toutes les créatures de sexe féminin. Grand-mère Lune montre son visage pour éclairer nos peurs cachées aussi bien que nos forces. Durant le temps de nos lunes, nous retrouvons notre équilibre, nous nous confrontons à nos parts d'ombre, nous partageons nos joies et nos chagrins, et puis nous faisons face au monde de nouveau en étant devenues des sœurs de cœur. Profondément touchée, celle qui marche dans sa grandeur sentit de nouveau ses larmes couler alors qu'elle était tirée de la vision de son rêve par quelqu'un qui léchait de vraies larmes sur son visage et la faisait revenir dans le monde tangible. Et elle ouvrit les yeux et vit l'incarnation physique de la lionne des montagnes qui léchait ses joues pour l'assurer que sa vision était bien réelle. La gardienne de l'art de guider mit doucement sa main sur la crinière de la lionne et caressa la douce fourrure de sa sœur. Le regard mordoré de la lionne des montagnes transperça le cœur de la mère de Gland, et la dernière barrière s'effondra quand celle-ci vit la douceur et la vulnérabilité de son propre visage se refléter dans les yeux de la lionne. C'était le visage du soi compassionné en train d'être réconforté par un animal sauvage qui était aussi son enseignant. La lionne des montagnes posa une patte sur celle qui marche dans sa grandeur, la forçant à expirer l'air qu'elle avait retenu dans ses poumons par appréhension. La lionne resta ainsi jusqu'à ce que celle qui marche dans sa grandeur se mette à haleter, puis le chat géant vint s'allonger à côté d'elle. La mère de Gland prit la plus profonde inspiration qu'elle ait jamais prise depuis de nombreux hivers, et elle sentit la force vitale exploser à l'intérieur d'elle, permettant à son corps fatigué, émotionnellement éprouvé, de ressentir une vague de confort et de détente. Elles restèrent couchées l'une contre l'autre jusqu'à ce que la face ronde de grand-mère Lune apparaisse tout en haut, sur le manteau violet de la nation du ciel. À la lueur de la magnifique pleine lune, un nuage changea de forme pour montrer à celle qui marche dans sa grandeur les graines de la transformation que ses larmes avaient plantées dans le monde tangible. Elle était revenue du temps du rêve pour initier une nouvelle tradition pour les femmes qui allaient être au service de toutes ses sœurs jusqu'à la fin des temps. L'être du nuage changea de forme et devint un quetzal, rappelant que le quetzal apporte la médecine de l'esprit pleinement libre, sans retenue et désireux d'exprimer tous les aspects du soi. Si on l'attrape et qu'on le met en cage, le quetzal meurt. Celle qui marche dans sa grandeur pensait à la cage qu'elle s'était elle-même créée et comment la part d'ombre avait trouvé le moyen d'étrangler sa liberté d'exprimer ses besoins en sapant sa confiance dans le fait que les autres pourraient comprendre son humanité. La forme du quetzal que dessinait le nuage lui rappelait aussi qu'il était temps de quitter les autres femmes à l'exemple du quetzal. Dans sa façon de marcher sa parole, la mère de Gland n'imposerait plus jamais à aucun autre être humain ses propres limitations ou ses attentes impossibles. La pleine liberté qu'elle avait découverte en acceptant son humanité sans jugement allait désormais éclairer son
resta avec elle toute la nuit et fit en sorte qu'elle bénéficie de la chaleur et du réconfort que prodigue une véritable alliée. Quand grand-père Soleil se leva pour prier sur tous ses enfants, celle qui marche dans sa grandeur retourna au camp. Elle y fut accueillie par les membres du clan de l'eau comme si elle n'avait jamais été absente. Ils ne s'étaient pas souciés d'elle parce qu'elle n'avait eu de cesse de leur présenter son côté invincible. La leçon était cinglante, mais elle força la mère de clan à réaliser qu'elle s'était sabordée elle-même de 1000 façons. Elle s'était montrée trop indépendante et distante. Pendant les quelques soleils qui suivirent, celle qui marche dans sa grandeur réunit un conseil de femmes où elle se sentit suffisamment vulnérable pour pouvoir raconter son histoire et laisser tomber le soi intouchable d'auparavant. Non seulement elle fut surprise par les larmes de joie et de soulagement de ses sœurs, mais les étreintes pleines de gratitude qu'elle reçut, en plus, la bouleversèrent en lui faisant entrevoir de nouvelles perspectives. Beaucoup étaient reconnaissantes du nouvel exemple qu'elle offrait. Certaines la prirent à l'écart pour lui donner les présents qu'elles avaient préparés pour célébrer son rite de passage. Quelques sœurs avaient très envie de lui confier les craintes qu'elles avaient éprouvées de ne jamais pouvoir être à la hauteur de ses performances exemplaires. Et d'autres lui avouèrent leur ressentiment quand leur mari se servait de la comparaison avec la mère de clan pour les mortifier. Ces journées apportèrent de grands bienfaits aux femmes du clan de l'eau en créant de nouveaux liens de sororité qui ne pourraient que continuer à l'avenir. Le conseil des femmes s'assemblait comme un seul corps, dans un cercle où toutes étaient égales, chacune ayant sa propre voix. À travers cette unité, elles décidèrent de la façon de mener les Moon Lodge pour permettre à chaque femme de prendre un temps de retraite. Chacune prendrait la responsabilité des charges d'une amie lorsque celle-ci aurait ses lunes. Les grands-mères s'engagèrent à prendre soin des jeunes, tandis que les tantes et les sœurs se portaient volontaires pour faire la cuisine et s'occuper des feux. Ainsi se forma, il y a bien longtemps, en cette saison des feuilles qui tombent, la sororité de la loge de lunaison, offrant ainsi un héritage à toutes les femmes qui tisseraient des liens de confiance impérissables, capables de perdurer à travers les mondes du futur. Celle qui marche dans sa grandeur s'émerveilla des changements qui se faisaient en elle, ainsi que de la force qu'elle trouvait dans la médecine de ses sœurs. En se révélant elle-même, elle avait involontairement gagné une grande famille et un système de soutien. En tant que mère de l'innovation, elle comprit que de nouvelles façons de vivre pouvaient créer de nouvelles traditions pour servir l'humanité entière. Elle chanta un chant de gratitude à Mère Terre et à Grand-Mère Lune, et elle comprit, pour la première fois peut-être, à quoi cela ressemblait d'être un guide solide et une femme vulnérable. À présent, celle qui marche dans sa grandeur écoute les voix de ses sœurs qui suivent les enseignements et apprennent à marcher leurs paroles. Avec compassion, elle attend que certaines ralentissent et que d'autres lâchent leur peur et entreprennent les actions nécessaires pour prendre la responsabilité de leur vie. Son cœur reste ouvert et son esprit est maintenant empli de la tendre compassion qu'elle a appris à ressentir et qu'elle a acquise à travers les douloureuses leçons de son
son propre passage. À travers son exemple, la seule conquête qu'elle enseigne est la conquête sur sa part d'ombre. Comme le Quetzal, elle incite ses sœurs à exprimer librement qui elles sont et à suivre les désirs de leur cœur grâce aux rêves intimes et à la force qu'elles trouvent dans leur retraite. Celle qui marche dans sa grandeur souffle partout à l'oreille des femmes que la sororité et mère terre sont disposées à nourrir et à soutenir toute femme désireuse d'honorer son droit à être et qui en prend l'engagement vis-à-vis d'elle-même.